Quand on pense à la censure, on a souvent cette image d'une grosse machine, un peu à la Orwell, qui planifie la suppression des idées. Mais en regardant l'histoire du Québec, notamment à travers les textes de voyage en littérature québécoise, on voit que ça a commencé de façon beaucoup plus artisanale. C'est exactement le mot. Sous le régime français, il ne faut surtout pas imaginer une bureaucratie de la censure, on n'est pas là du tout. C'était plutôt une pratique au cas par cas, une sorte, comme le dit l'historien Pierre Hébert, d'improvisation éclairée. C'était une réaction déclenchée par l'irritation du moment, plus que par une doctrine bien rigide. On va suivre cette évolution. Comment on est passé de ces interventions presque spontanées sous le régime français à une forme beaucoup plus systématique, bien plus organisée après la conquête britannique? On va voir que les cibles et les méthodes changent radicalement. Commençons donc par le début, cette censure qu'on qualifie de casuelle en Nouvelle-France. Le contexte est super important pour comprendre. On a un territoire qui est immense. Un seul évêque pour superviser tout ça. Très peu de moyens. Et, détail crucial, pas d'imprimerie sur le territoire avant 1764. Et ça change absolument tout. Sans imprimerie, la circulation des écrits elle est extrêmement limitée. Quelques livres importés de France, des copies faites à la main. Le contrôle est donc, par la force des choses, limité. On ne peut pas faire de censure préventive, on ne peut pas tout lire avant publication. Donc la censure, elle est forcément réactive. Elle intervient après coup. Et on a un premier exemple qui est parfait pour ça. Le premier cas connu ici, un livre au nom assez clair, L'Anticoton, un ouvrage décrit comme violemment anti-jésuite. Et la réaction, disons, a été Expéditive. très expéditive, oui. L'ouvrage aurait été brûlé publiquement. Mais le détail qui est fascinant, c'est de savoir qui l'a brûlé. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas un tribunal, ce sont les jésuites eux-mêmes. Attends, une minute. C'est une sorte de censure do-it-yourself? Ils ont pris les choses en main avec une torche, littéralement? C'est une excellente façon de le voir, oui. C'est un geste qui montre bien l'absence de structure. À défaut d'avoir un système légal pour interdire l'œuvre ou même un débat public pour contre-argumenter, on choisit la solution la plus radicale, la plus symbolique, le feu. Le but, c'est pas juste de détruire le livre, l'objet, c'est de créer un spectacle, une censure théâtrale pour marquer les esprits. C'est intéressant que tu dises théâtral parce que les sources sont claires là-dessus. La vraie crainte des autorités à l'époque, ce n'était pas tant les livres, qui étaient rares, mais c'était la scène. Pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre, c'est un média de masse pour l'époque. Ça rassemble du monde. C'est un média vivant, collectif. Contrairement au livre, qui est une expérience solitaire, silencieuse. Une pièce de théâtre, ça provoque des réactions immédiates, collectives. Le rire, la critique. Pour une autorité qui cherche le calme, l'énergie d'un public, c'est bien plus inquiétant qu'un lecteur seul chez lui. Et l'exemple parfait de cette peur, c'est l'affaire Tartuffe de Molière en 1692. On a le gouverneur Frontenac qui veut faire jouer la pièce, et là, il frappe un mur. Un mur, oui, qui s'appelle Monseigneur de Saint-Vallier, l'évêque de Québec. L'opposition est totale. Et la raison, elle est extraordinaire. Ce n'est pas juste que Molière est corrosif. Le problème de la pièce, selon les censeurs de l'époque, c'est qu'elle est trop comprise. Attends, quoi? La justification pour interdire une pièce, c'est pas qu'elle est obscure ou mal interprétée, c'est qu'on risque de la comprendre parfaitement. C'est fou comme logique. C'est le cœur du problème. On ne craint pas l'incompréhension, on craint la lucidité. La censure frappe une œuvre qui, à leurs yeux, a mis le doigt sur une vérité dérangeante sur la nature humaine, sur l'hypocrisie. C'est cette clarté qui est perçue comme une menace. Le rire que Molière provoque, tu sais, c'est un rire qui démystifie, et donc qui sape le pouvoir. D'accord, donc on a une censure qui fonctionne au coup par coup. On brûle un livre ici, on interdit une pièce là, mais tout cet équilibre précaire va être complètement chamboulé. On a la conquête britannique et avec elle, en 1764, l'arrivée de la première imprimerie. Et là, c'est un changement de paradigme complet. C'est la fin de la récréation, d'une certaine manière. Jusque-là, les idées voyageaient mal. Avec l'imprimerie, et bientôt les journaux, les idées acquièrent ce que la source appelle un moyen de transport fiable. Elles peuvent se reproduire, se diffuser à grande échelle. Et j'imagine que ça change complètement la nature de l'inquiétude des autorités. La menace a changé de visage. Exactement. Le danger, ce n'est plus une pièce de théâtre à Québec. C'est une opinion, une critique, qui peut circuler massivement, partout. La censure doit donc s'adapter.
Elle ne peut plus être artisanale, elle doit devenir stratégique et viser la source du problème. Et la nouvelle cible, ça devient la presse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va voir se former des alliances assez inattendues pour la faire taire. Tout à fait. C'est un des points les plus révélateurs. On assiste à une alliance de circonstances entre le nouveau pouvoir politique, le gouverneur britannique, et l'ancien pouvoir religieux, l'évêque catholique. Sur le papier, ils n'ont pas grand-chose en commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'est-ce qui les réunit? Quel est leur ennemi commun? L'émergence d'un troisième pouvoir, l'opinion publique. Ils comprennent très vite que la presse peut devenir une voix dissidente, une voix qui remettrait en question à la fois l'ordre politique du gouverneur et l'ordre moral de l'évêque. Alors face à ça, on met les vieilles querelles de côté. Et ils trouvent vite un cas d'école. La Gazette littéraire de Fleury-Mesplet, à la fin du XVIIIe siècle. On décrit le journal comme d'inspiration voltairienne, pro-français, et le mot-clé, résolument impertinent. Voilà, c'est le cocktail parfait pour se faire des ennemis. L'impertinence. Ce journal a un ton, un esprit critique. Et cet esprit-là a réussi l'exploit d'unir contre lui le gouverneur et l'évêque. Donc, si je résume, le pouvoir britannique et le pouvoir catholique se sont mis d'accord sur une chose. Ce type est trop insolent, il faut le faire taire. Précisément. C'est la preuve que la censure, quand elle devient une stratégie de pouvoir, elle dépasse les clivages. Le pouvoir en place a un ennemi naturel, la pensée libre qui s'exprime. Et le sort de Mesplet va servir d'exemple. Et qu'est-ce qui lui arrive? La réponse est brutale. Il est arrêté, emprisonné. Ses presses sont saisies, le message est très clair. On ne tolérera pas la critique. Et là, on a franchi une étape. On ne fait plus que taire l'œuvre. On brise l'outil de production. Et ce n'était qu'un avant-goût, ça. L'affaire Mesplet a vraiment préparé le terrain pour une répression encore plus forte. On parle ici du journal Le Canadien, fondé en 1806. C'est important, c'est le premier journal fondé par des Canadiens français. C'est leur première voix politique. Et cette voix va tout de suite être audacieuse. Peut-être trop. Le journal, dirigé par Pierre Bédard, ne fait pas que critiquer le gouvernement de James Craig. Il fait quelque chose de bien plus dangereux. Il défend ouvertement la liberté de la presse. Ah, là, ce n'est plus juste de l'impertinence. C'est une provocation directe. Il ne critique pas juste une décision, il revendique le droit de critiquer. C'est une autre dimension. La réaction ne pouvait être que violente. Et elle l'a été. En 1810, l'aventure du Canadien se termine brutalement. Bédard et ses collaborateurs sont jetés en prison. Les presses sont encore saisies. Le journal est réduit au silence. Fin de l'histoire. Et la leçon, telle que formulée de manière très cinglante dans la source, elle est d'une lucidité terrible. Ça dit « La liberté de la presse est un principe admirable, à condition de ne pas trop s'en servir ». Cette phrase résume tout. C'est d'un cynisme absolu, non C'est le décalage total entre les grands principes affichés et la pratique réelle du pouvoir. En gros, vous avez le droit de parler, mais à condition de n'avoir rien à dire qui nous dérange. C'est exactement ça. On affiche le principe, mais on punit son application. La liberté est tolérée tant qu'elle est Décorative. inoffensive. Dès qu'elle menace de devenir un vrai contre-pouvoir, elle est écrasée. Alors, si on résume le parcours, on voit une transformation incroyable. On part d'une censure presque amateur, une réaction qui brûle un livre sous le coup de la colère. Et on arrive à une répression politique, organisée, méthodique, sous le régime britannique. La censure a appris, elle est devenue plus efficace. Elle ne cible plus seulement l'œuvre, mais l'infrastructure de diffusion, la presse. C'est une stratégie de contrôle. Et pourtant, à travers ces deux époques, il y a une constante qui demeure, et qui est peut-être la plus troublante. C'est la façon dont la censure se justifie. Elle ne dit jamais son nom. Jamais. C'est sa rhétorique la plus efficace. Elle se présente toujours comme une mesure de prudence. On n'interdit pas pour brimer la liberté, non. On le fait pour protéger la société du désordre. Pour le bien commun, c'est un discours de protection. L'idée fondamentale, donc, et c'est la conclusion de notre source, ce n'est pas que les idées elles-mêmes sont dangereuses. C'est leur circulation qu'il est. C'est quand elles commencent à bouger, à se connecter, qu'elles deviennent une menace. Une idée dans un esprit, c'est une pensée. La même idée dans un journal partagé par des centaines de personnes, ça devient une force politique. Et toute cette histoire, cette obsession de vouloir contrôler la circulation des idées, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour aujourd'hui, non? Absolument. Si la menace historique, ça a toujours été la circulation de l'idée, plus que l'idée elle-même, qu'est-ce qui se passe dans notre monde à nous? Un monde où la circulation est instantanée, globale, virale.
Comment ces anciennes logiques de contrôle, que ce soit le feu ou la saisie des presses, comment est-ce qu'elles se réinventent face à une technologie qui, par définition, est faite pour que tout circule, partout, tout le temps?